On y va? Vous êtes prêts? Donc merci à tous d'être venus. Donc juste, ça va être la 3e réunion qu'on fait sur le sujet. Donc là maintenant normalement c'est bon, on est calé, la réglementation c'est bon. On est prêt à répondre à toutes vos questions. Anaïs et Sarah surtout, c'est elles qui maîtrisent plus le dossier que moi. Juste 2 choses. Bon, il y a une somme d'informations. Je ne sais pas si c'est la première fois que vous venez ou si vous êtes déjà venu dans les précédentes réunions. Toutes les infos qu'on vous fait passer ici, c'est pas la peine de prendre des notes puisqu'on vous enverra toutes les infos. Et en plus, on a fait une plaquette spécifique. Enfin, les filles ont fait une plaquette spécifique sur cette réglementation étiquetage qui est nouvelle, avec tout un tas de questions-réponses, tout ça. Donc ça permet aussi d'avoir les éléments et une somme déjà de questions qui sont pré-identifiées. C'est pas un sujet neutre, c'est pas un changement neutre dans votre logistique, dans votre façon de travailler, parce que il va falloir identifier en termes de traçat, tout ça, ça va être... Il faut que ce soit carré, quoi. On a rencontré les froids avant-hier, mardi, justement pour parler du sujet, pour dire comment ça va se passer l'année prochaine pour le millésime, puisqu'on commence ce sera les premières étiquettes, c'est à la fin de l'année. Donc a priori, ils nous ont dit qu'ils feront des contrôles, mais pédagogiques. Donc ce sera pédagogique dans un premier temps. Comment dire, moi juste je sais que c'est chiant, en plus on parle beaucoup de simplification en ce moment, donc là on fait cette réunion sur le sujet. C'est une réglementation qui vient de l'Europe. Les vins, c'est le dernier produit agroalimentaire entre guillemets sur lequel on n'indique pas les ingrédients. Au niveau parisien, dans les réunions parisiennes, on savait que ça allait tomber, on a fait essayer de reculer au maximum. Entre la réglementation de l'agroalimentaire et la réglementation viticole, l'étiquetage des ingrédients en fait sur le vin, il s'est passé 30 ans quand même, de différence. Il faut savoir que c'est un sujet qui, au niveau de l'Europe, est un sujet qui est encore débattu. Le sujet de la digitalisation, il y a des réglementations qui sont encore en train de... Bon, ça évolue tout le temps, mais vous connaissez comment fonctionne l'Europe. Il y a des lobbies qui essayent de pousser dans un sens ou dans un autre. Et le lobby de la santé essaye de pousser à faire en sorte que les étiquetages, les ingrédients soient indiqués sur les étiquettes. Le pari de la filière a été de dire non, mais on va mettre un QR code et ça va fonctionner. Et faites-nous confiance, quoi. Donc il y a vraiment un enjeu fort dans le sens où il faut que chacun prenne conscience du fait que c'est important on a pris des prestataires pour vous présenter comment on peut mettre en place le système de la façon le plus simple possible. Ça ne veut pas dire que c'est simple, mais on essaye de faire en sorte que ce soit le plus simple possible, de telle façon à ce que ça fonctionne vraiment et qu'on réussisse le pari de maintenir ce QR code sur les étiquettes et pas qu'on passe aux ingrédients écrits, parce que vous imaginez le bordel que ça pourrait avoir lieu. Donc voilà, j'en dis pas plus, je laisse la parole à Anaïs et Sarah sur le sujet. J'excuse Eric Pastorino là, qui ne pouvait pas être présent ce matin, qui voulait vous saluer. Donc voilà, bonne réunion à vous. Ce sera une première partie plénière, une deuxième partie en atelier. Et ça, c'est Anaïs qui vous présente tout ça. Merci. Bonjour à tous. C'est bon? Ah oui. Merci pour cette confiance renouvelée, d'être tous présents. Effectivement, c'est la 3e réunion que l'on fait sur la dématérialisation des ingrédients et de la déclaration nutritionnelle. Alors cette matinée va être assez riche en informations, d'autant plus que nous avons fait appel à des intervenants de qualité. Et donc sur une matinée, on part déjà un petit peu en retard. Moi, je serai un petit peu le maître du temps. C'est Sarah qui va faire la présentation dans un premier temps de la réglementation applicable. Donc aujourd'hui, nous avons les nouvelles lignes directrices de la Commission européenne. Donc nous en savons plus qu'il y a encore
sur 6 mois. Donc Sarah fera la première partie jusqu'à environ 9h30, enfin maintenant 9h35, 9h40. Ce que l'on vous propose, c'est qu'elle fasse la présentation et que l'on dédie un temps de questions-réponses après sa présentation, qu'elle ne soit pas coupée tout au long de la présentation, autrement on risque de perdre en fait le temps. Après le délai de questions-réponses, nous repartons vers 9h50 avec l'intervention de Julien Parage qui est là, qui travaille à l'ICV et qui va faire une présentation beaucoup plus technique, donc le pendant du réglementaire. Et nous lui dédierons également un délai de questions-réponses. Nous prévoyons une pause de 10h15 à 10h30, le temps que nous remettions un petit peu en place les salles, puisque nous avons fait appel à 4 prestataires de qualité de QR code qui vous présenteront leurs outils, chacun dans une salle. Donc il y a dans ma bouteille, il y a Vinco, Xaris et ATT. Donc ce sont les 4 prestataires que l'on a sélectionnés qui se présenteront également. Et donc ce seront des ateliers tournants, c'est-à-dire que vous passerez de salle en salle tous les quarts d'heure. Donc au bout d'une heure, en principe, vous aurez vu les 4 prestataires et leurs 4 modalités de travail pour pouvoir faire votre choix. Et la matinée devrait se terminer à midi. Voilà, merci de votre attention et puis place à Sarah. Bonjour à tous. Donc, merci à vous tous d'être là. Donc, simplement, il va y avoir beaucoup de choses que vous avez déjà entendues lors des 2 dernières réunions, des infos qu'on vous a transmises tout au long de l'année dernière, puisqu'il y a eu énormément d'évolutions. Donc c'est pour ça qu'on prévoit le temps de questions à la fin, parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais bon, en principe, c'est des redites. Vous savez tout, on vous a tout transmis. Mais voilà, il y a des précisions qui ont été publiées. Donc là, c'est vraiment un gros point sur tout ce qui est, à ce jour, en vigueur au niveau de la réglementation étiquetage. Simplement pour rappeler le contexte, comme le disait Nicolas, ces 2 mentions obligatoires, ces 2 mentions qui sont déjà obligatoires sur tous les autres produits alimentaires. Ça faisait 10 ans que le vin et les spiritueux étaient une exception, donc ça ne pouvait pas continuer. La Commission européenne demande au secteur vin et spiritueux de travailler sur le sujet depuis 2015. Donc voilà, c'est vraiment un travail qui a été fait par la filière, parce que l'objectif de la Commission européenne, c'est de renforcer l'information envers les consommateurs. Nous, au niveau des fédérations nationales et européennes, le travail qui a été fait, c'est cette dérogation de la dématérialisation. On est, encore une fois, une exception. On est le seul secteur à bénéficier de cette dématérialisation. Donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant quand vous allez choisir vos prestataires. C'est pour ça qu'on a fait le travail de vous en sélectionner quelques-uns. Il faut faire attention à ce que ça fonctionne, il faut jouer le jeu, parce que c'est très important et cette dématérialisation peut nous être retirée à tout moment. Voilà, donc c'est simplement pour vous rappeler le contexte. Il y a eu un gros travail des fédérations viticoles pour vous obtenir cette dématérialisation. Simplement donc pour remettre un peu les dates, donc décembre 2021 c'est la date de modification du règlement PAC avec l'ajout de ces 2 mentions, donc la liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle. En mai 2023 il y a l'acte délégué qui a été publié pour définir les conditions d'application du texte, puisqu'en fait le règlement PAC a simplement ajouté ces 2 mentions et l'acte délégué définit toutes les conditions d'application. Il y a eu cette modification de la notion de vin produit avant le 8 décembre 2023, puisque depuis le 8 décembre 2023, ces 2 nouvelles mentions sont obligatoires. Simplement, avant ce corrigendum, c'était les vins produits et étiquetés. Donc il fallait que vos vins soient étiquetés. Aujourd'hui, tous les vins qui sont produits avant le 8 décembre 2023 sont exemptés de ces 2 mentions. Donc c'est le millésime 2023 et tous les millésimes antérieurs. Donc c'est pour ça qu'on a gagné entre guillemets 1 an, puisque cette réglementation va s'appliquer à partir de la récolte 2024 finalement. Voilà. Et ensuite en novembre 2023, parce qu'il n'y avait pas assez de texte et pas assez de précision, la Commission européenne a publié des lignes directrices simplement sur les termes simplifiés, des termes à utiliser, mou de raisin, etc. Simplement des précisions. Et en fait, ils l'ont fait sous forme de foire aux questions.
parce qu'il y a eu énormément de questions qui ont été remontées par la filière. C'est pour ça que nous, lors des 2 réunions qu'on a faites, on a récupéré toutes vos questions, on les a notées et en fait on les a transmis aux fédérations pour que ça remonte directement à la Commission européenne, pour qu'ils puissent les traiter, qu'ils nous répondent sur tous les points. Voilà. Et donc décembre 2023, c'est ce que je disais, entrée en vigueur du nouveau texte. Alors, les produits concernés. Donc, comme je le disais, ce sont les 20 produits à compter du 8 décembre 2023. Donc, les millésimes antérieurs ne sont pas concernés. Qu'est-ce qu'on entend par 20 produits ? Ça fait partie des choses qui ont été redéfinies par la Commission européenne et qui nous ont aidés à comprendre les notions. Pour les vins tranquilles, c'est la fin de fermentation alcoolique, donc en fait, dès que le TAV est acquis. Pour les vins mousseux, c'est soit la date d'inscription dans le registre, soit la date de tirage. Pour les vins liqueurs, c'est la date d'élaboration inscrite dans le registre, ou la date de mutage inscrite dans le registre. Voilà. Ensuite, on passe à l'affichage des mentions. Bon, ça vous le savez, 2 options, soit sur l'étiquette, soit dématérialisé. Dans tous les cas, si c'est sur l'étiquette, c'est comme les autres mentions obligatoires. Il faut vraiment que vous vous mettiez dans la tête que c'est des mentions obligatoires et donc la même réglementation s'applique pour elles. Donc, même champ visuel, lisible, accessible, voilà, de taille minimale, comme toutes les autres mentions obligatoires. Et c'est pareil pour le QR code. Le QR code, il ne faut pas qu'il soit à un autre endroit, il faut que ce soit dans le même champ visuel que les autres mentions obligatoires. Alors, je vous ai précisé, mais ça, on vous l'a dit et répété, ces informations ne doivent pas être présentes avec des informations destinées à la vente, aucun lien vers la boutique de l'opérateur, aucune donnée d'utilisateur ne doit être collectée. Et alors, il n'y a pas de taille minimale pour le QR code. Par contre, attention, il faut que ce soit lisible. On a déjà eu des remontées comme quoi certains QR codes n'étaient pas lisibles sur les bouteilles. Donc, faites très attention, mais je pense que les prestataires pourront vous aider pour ça aussi. Il doit y avoir une taille minimale, je pense, pour un QR code. Et c'est pour ça que les prestataires sont là aussi pour vous aider sur le côté un peu plus technique de la chose. Alors, les ingrédients. Bon, ça n'a pas changé. Toute substance ou tout produit utilisé dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire encore présente dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée, et les résidus ne sont pas considérés comme des ingrédients. Sont toujours exclus les auxiliaires technologiques. Et je vous ai remis la liste là, mais bon, vous la connaissez, je pense. De toute façon, elle vous sera transmise dans le petit guide, ne vous inquiétez pas. Les options d'affichage. Alors, donc, soit c'est affiché sur l'étiquette. Si c'est affiché sur l'étiquette, la mention contient des sulfites peut être omise. Ça ne veut pas dire que les sulfites ne doivent pas être mentionnés dans la liste des ingrédients. En fait, comme la liste des ingrédients sera mentionnée sur l'étiquette, les sulfites seront forcément marqués dessus. C'est pour ça qu'on est exempté de mettre la mention contient des sulfites. Par contre, dans tous les cas, il faut que la mention des sulfites soit apparaissent de façon apparente, c'est-à-dire qu'elles soient en gras ou une taille un peu plus supérieure. Il faut que ce soit mis en avant. Et c'est la même chose pour la dématérialisation. Là, comme tout est dématérialisé, il faut forcément la mention contient des sulfites. Voilà. Et de la même manière, lorsque cette liste est dématérialisée, lorsqu'elle est dématérialisée sur l'écran qui va apparaître sur le téléphone, là aussi, les sulfites devront apparaître en gras, de caractères différents, mis en avant. Voilà, ça c'est très important. Alors, les options d'affichage. Bon, là, c'est des précisions sur la forme, mais c'est assez important. La liste, elle est précédée obligatoirement de la mention ingrédients pour la liste des ingrédients, déclaration nutritionnelle pour la déclaration nutritionnelle. Elle est précédée du terme contient, et vous listez vos ingrédients, dans une langue compréhensible pour le consommateur, évidemment. Donc, lorsque ce sera dématérialisé, il faudra que ce sera traduit dans toutes les langues de l'Union européenne. L'ordre, c'est l'ordre décroissant de leur importance prépondérale. Et sauf pour les ingrédients qui interviennent pour moins de 2%, là, ils peuvent être mis dans un ordre différent. Voilà. Pour les termes utilisés, donc là, c'est des précisions qui ont été données aussi. Donc, les ingrédients, c'est leur nom spécifique. Donc, je vous ai mis un citartrique. En fait, c'est vraiment le nom spécifique de l'ingrédient qui doit être mentionné. Après, il y a des simplifications, on le verra après, notamment pour raisin, par exemple. Vous voyez, si on utilise du raisin ou du mou de raisin, on peut utiliser uniquement le terme raisin. Les allergènes, je le disais également, ils doivent apparaître sur l'étiquette. Que ce soit sur l'étiquette ou sur le QR code, ils doivent être mis en avant, donc en gras de caractères différents.
Il y avait une question dans la foire aux questions de la Commission européenne, on s'est dit que c'était bien de vous le préciser. Peut-on répéter l'allergène au moyen d'un pictogramme? Alors c'est possible, ça n'empêche que voilà, ça n'exempte pas d'apposer la mention, comme je l'ai dit précédemment. Les additifs, donc ils sont présentés de cette manière, donc catégorie fonctionnelle, régulateur d'acidité, conservateur, etc. Le nom spécifique, donc acide tartrique, malique, etc. Ou bien le numéro E. Donc voilà, c'est E334. Ça, les numéros, c'est dans une annexe de règlement européen. Ça, c'est pareil, ce sera inscrit dans le guide, transmis. Si jamais vous ne l'avez pas, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc soit le nom spécifique, soit le numéro E. Ça, c'est vous qui voyez. Mais obligatoirement dans cet ordre-là. Pour les régulateurs d'acidité et les agents stabilisateurs, ceux qui sont similaires ou substituels entre eux, on peut préciser la mention contient et ou. Et là, on met les 3 additifs, alors maximum, si au moins l'un d'entre eux est présent dans le produit fini. Voilà. Alors les levures, elles ne sont pas considérées comme des auxiliaires, donc exclues, sauf la manoprotéine de levure qui est utilisée comme additif. Voilà. Pour l'enrichissement, les substances utilisées pour l'enrichissement doivent être mentionnées. Alors le saccharose, il doit être mentionné séparément du MC-MCR, et il peut être remplacé, là encore c'est une simplification, par le mot sucre. Voilà. Et MC-MCR, ils peuvent être remplacés chacun ou regroupés par la mention mou de raisin concentré. Pour les vins mousseux, les additifs de la catégorie gaz d'emballage, alors ils peuvent être remplacés par les 2 mentions suivantes. Donc soit mis en bouteille sous atmosphère protectrice, soit peut-être mis en bouteille sous atmosphère protectrice. Et dans ce cas-là, quand vous utilisez une des 2 mentions, c'est pas les 2, hein, c'est l'une ou l'autre, il ne faut pas répéter le gaz utilisé. Voilà. Soit vous listez le gaz, soit vous utilisez une des 2 mentions. Donc il n'est pas non plus autorisé de mentionner plusieurs gaz d'emballage. Et pour les termes, vous pouvez utiliser les termes liqueur de tirage et liqueur d'expédition. Et c'est pas obligatoire, vous le pouvez, mais c'est pas obligatoire de lister les composants. Voilà. Ensuite, pour la déclaration nutritionnelle. Bon, ça c'est pareil, ça n'a pas changé. Donc je vous l'ai remise ici. Valeur énergétique, qui elle sera obligatoirement sur l'étiquette. Et ensuite, matières grasses, acides gras saturés, glucides, sucre, protéines, sel. Je vous ai remis également le tableau des coefficients de conversion. Alors pour le sucre, bon là je vais donner des informations sur la valeur nutritionnelle, la déclaration nutritionnelle, pardon, mais Julien va repréciser un peu tout ça parce que ça c'est plutôt l'aspect technique. Mais sur l'aspect réglementaire, la teneur en sucre, c'est la valeur moyenne de la catégorie de produits à laquelle elle appartient. Donc le vin tranquille, c'est sec, demi-sec, moelleux, doux, et vin mousseux, brut, nature, extra brut, etc. La quantité globale moyenne de glucides de vin s'apprécie de la manière suivante. Bon, je vous ai simplifié, hein. Teneur moyenne en sucre résiduel, plus la valeur moyenne de glycérol. En option, mais non obligatoire, elle peut être complétée par les informations suivantes. Voilà. Alors, de la même manière, les options d'affichage, c'est toujours la même chose, soit sur l'étiquette, soit de manière dématérialisée. Lorsque c'est dématérialisé, comme les ingrédients, en fait, il faut vous dire qu'il y a 2 pendants pour les ingrédients et déclaration nutritionnelle. Ingrédients, les sulfites seront toujours mentionnés sur l'étiquette ou mis en avant, et la déclaration nutritionnelle, ce sera toujours la valeur énergétique à mentionner. Voilà. Donc toujours pareil, ne doit pas être présenté avec d'autres informations destinées à la vente ou à la commercialisation, et pas de données d'utilisateurs collectées. Alors, les options d'affichage, il est impératif que les mentions de la déclaration nutritionnelle soient listées dans l'ordre qui est présent dans le tableau. Voilà, il n'y a pas de personnalisation possible. Si elle apparaît sur l'étiquette, vous pouvez la mettre soit sous format linéaire, donc les substances les unes à la suite des autres, ou bien sous forme de tableau. Par contre, si c'est dématérialisé, c'est forcément sous forme de tableau. Voilà, c'est des petites précisions auxquelles il faut faire attention. L'expression possible, portion ou unité de consommation, ça c'est la même chose, ça n'a pas bougé. L'unité d'alcool, elle doit être par contre facilement reconnaissable par les consommateurs, et donc il faut que ce soit quantifiable. Voilà.
Des précisions également sur quand il y a des quantités négligeables ou valeurs nulles. Si quantité négligeable, eh bien, vous pouvez mentionner la mention contient des quantités négligeables de. Et s'il y a des valeurs nulles, elles doivent être mentionnées par 0, mais elles doivent être mentionnées. Si c'est valeur nulle, ça ne veut pas dire être absent. Il faut marquer le 0. Bon, le calcul, je passe rapidement parce que ça, ce sera plutôt Julien qui vous en parlera, mais le calcul est fait à partir des valeurs moyennes qui sont fondées soit sur l'analyse de la denrée, soit sur les valeurs moyennes connues, soit sur des données généralement acceptées et établies. Il y a un tableau de conversion que je vous ai montré tout à l'heure. Et les valeurs exprimées, par contre, ça c'est pareil, c'est des petites précisions exprimées en kilojoules et kilocalories. Les kilojoules d'abord, et ensuite les kilocalories. Voilà. Et les valeurs sont indiquées pour 100 millilitres. La valeur énergétique, c'est la valeur qui représente le mieux la quantité d'un nutriment contenu dans une denrée en tenant compte donc des tolérances dues aux variations saisonnières, aux habitudes de consommation et aux facteurs pouvant influencer la valeur effective. La DGCCRF a fait un travail justement sur ces valeurs, mais Julien vous en parlera, pour nous donner au niveau national des valeurs moyennes reconnues. Donc on a déjà ces valeurs et on travaille à partir de ces valeurs. Bon, je vous les ai mis là, hein, mais c'est un peu petit, mais Julien vous le précisera tout à l'heure. Voilà. Simplement, donc, comme le rappelait Nicolas, pour l'instant, donc, la sanction, c'est plus pédagogique. À la base, si on constate une non-conformité, c'est une amende. Là, il va y avoir une année d'adaptation. Donc, tout le monde va un peu se caler. On va voir comment les outils fonctionnent. On va voir voilà, comment, si tout roule bien. Mais on vous rappelle que, encore une fois, c'est une dérogation, cette dématérialisation. Ça rajoute quelque chose, certes, mais c'est une dérogation et on a la chance de pouvoir le dématérialiser. On n'a pas à la poser sur l'étiquette, donc ça enlève des mentions. Et donc faites très attention à choisir un bon prestataire et à ce que vos QR codes fonctionnent. Si vous dématérialisez, vous pouvez très bien le mettre sur l'étiquette, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, pour l'outil, faites vraiment très attention et jouez le jeu parce que c'est très important et ça impactera toute la filière. Simplement pour finir sur l'étiquetage électronique, parce qu'il y a des petites précisions à avoir, pour le type d'accès, il n'y a pas de type d'accès qui est imposé par la Commission européenne. Donc ça peut être un QR code, c'est l'outil le plus développé et le plus facile d'utilisation, mais il y a le 2D autre QR code, l'ID, la puce, etc. Et donc on le reprécise, mais il faut absolument que les données des utilisateurs ne soient pas collectées. On a eu également une autre dernière précision, le simple I ne suffit pas. Donc c'est-à-dire que si vous apposez un QR code sur votre étiquette, il faut préciser de quoi il s'agit. On ne peut pas apposer un QR code simplement comme ça, il faut marquer ingrédients et déclaration nutritionnelle. Pour l'instant, c'est la seule mention qui est acceptable puisque c'est la seule précision possible. Donc voilà, pas de I et pas de rien du tout. Il faut absolument préciser ingrédients, déclaration nutritionnelle. Donc, de la même manière, doit apparaître directement sur l'étiquetage à un endroit apparent pour être facilement visible, lisible et surtout, là, c'est ce qu'on disait, il faut que ce soit lisible par un téléphone. Donc, d'une taille suffisamment grande, de bonne qualité. Voilà. Donc, ne doit pas être dissimulé, voilé, tronqué ou séparé des autres indications obligatoires et doit permettre un accès facile, direct et universel. L'autocollant est possible. Mais faites attention, il ne faut pas que ce soit facilement détachable. Donc il ne faut pas que ce soit un autocollant bas de gamme, il faut vraiment que ce soit quelque chose de durable en fait. Voilà. Et simplement la commission nous a précisé que les moyens d'accès qui sont hautement spécialisés ou qui ne sont pas encore très courants, ça c'est pas sécurisé, donc ça ne répond pas à l'objectif qui a été fixé par la réglementation. Donc ce ne sera pas accepté. Donc il faut vraiment que ce soit un moyen, le QR code, hein, c'est hyper développé, c'est connu, c'est utilisé. Pour la redirection vers le site d'un producteur. Alors ici, la Commission européenne considère que la présentation des mentions sur le site d'un producteur risque d'enfreindre ces règles. Donc ça risque d'enfreindre ces règles, ce qui veut dire que en cas de renvoi, donc c'est possible,
il faut s'assurer que le site ne présente pas d'informations commerciales ou destinées à la vente. Donc ça paraît compliqué puisqu'on est sur un site de producteur qui va en principe mener à un site de vente en ligne. Voilà, ça ouvre une porte, mais par contre, faites très attention, ça va être très surveillé. Aucune information destinée à la vente et à la commercialisation. Je vous ai mis la définition des informations qui sont destinées à la commercialisation. Donc c'est une information qui détourne l'attention du lecteur pour acheter le produit, donc promotion, indication du point de vente, visuel, langage commercial ou autre stratégie commerciale visant à influencer le comportement et la décision d'achat du consommateur. Voilà. Est-ce qu'une adresse de site internet peut faire office de lien externe? Ici, la Commission européenne considère que non, parce qu'en fait, il faudrait que le consommateur aille sur internet, tape l'adresse HTTP, etc., etc. C'est pas possible. Il faut que ce soit directement accessible par le consommateur. Voilà. Et pour le sujet des étiquettes, plusieurs étiquettes sur une même page, honnêtement, c'est possible, mais dans ce cas-là, en fait, il faudrait que le consommateur puisse identifier quelle fiche appartient à quel vin. Je vois pas trop comment on peut faire pour ça, mais voilà. Est-ce qu'il est possible d'apposer plusieurs QR codes sur l'étiquette? Alors ici, encore une fois, c'est pas exclu, à condition que les informations n'induisent pas le consommateur en erreur. Et donc qu'elles ne soient pas ambiguës ou déroutantes, et elles ne doivent pas empiéter sur l'espace disponible pour les mentions obligatoires. Voilà. Est-ce qu'il est possible d'avoir un seul QR code jouant le rôle des mentions obligatoires et de code EAN, donc le code barre? Pareil, c'est pas exclu. Par contre, ici, comme le consommateur va avoir accès à des informations qui ne le concernent pas, la commission souhaite que le consommateur soit informé tout simplement qu'il va avoir accès à des informations qui ne le concernent pas. Et il faut surtout que les deux types d'informations soient clairement dissociés. Voilà. Pour les questions diverses, présentation de la déclaration nutritionnelle, donc je le disais tout à l'heure, pas de personnalisation possible, il y a un ordre précis, il y a un ordre établi, il faut afficher ce tableau-là. Peut-on demander le consentement du consommateur pour collecter ces données, puisqu'en principe on ne doit pas collecter ces données? Non, on ne peut pas collecter ces données, puisqu'on n'a pas le droit de collecter leurs données. Voilà. La durée de vie du QR code, ça c'est très important et c'est pour ça que nous on a fait le travail de sélectionner des prestataires qui sont solides et qui peuvent vous garantir une utilisation des QR codes tout au long de la durée de vie de vos vins. En fait, elles doivent être disponibles au moins au cours de la période pendant laquelle une catégorie spécifique de produits viticoles devrait rester propre à la consommation dans des conditions normales de stockage. Voilà. Et ça c'est de votre responsabilité, donc faites très attention encore une fois. Mais voilà, on a fait le tour. Sachez que, bon là on a refait un gros point sur toutes les précisions sur ces mentions. Je vous ai rajouté des petites questions à la fin. Dans le guide qu'on va vous mettre sur le site d'ici la semaine prochaine, je pense, il y aura encore d'autres questions. On a pris toutes les questions à la fois de la Commission européenne et de la Fédération nationale et on les a compilées dans ce guide. Si vous avez d'autres questions qui ne sont pas dans ce guide, il n'y a pas de souci, nous on reste là pour répondre à vos questions. En principe, là on a tablé un petit peu toutes les problématiques qui étaient liées à ces deux mentions. Donc voilà. Pour la solution QR code, donc comme on vous le disait, il va y avoir des ateliers en deuxième partie de matinée. Nous, on a sélectionné plusieurs prestataires. Je vous le disais, comme c'est une dérogation, il faut que cet outil fonctionne. Donc, il faut que les prestataires soient sérieux, qu'ils soient solides, qu'ils sachent comment ça marche. Et nous, on travaille avec eux tout simplement pour faire évoluer leurs outils si jamais il y a des évolutions de la réglementation. Voilà. Donc leurs outils évolueront tout au long que la réglementation évolueront. Donc on travaille vraiment de concert avec eux pour que vous bénéficiez d'outils qui fonctionnent et qui sont surtout qui respectent la réglementation. Voilà. Donc il y a ATT, il y a Dans ma bouteille, Xaris et Vinco et vous aurez le plaisir de les rencontrer tout à l'heure lors des ateliers. Ah oui, question. Entre-temps. Pour confirmer, Juste pour confirmer, le QR code n'a pas été imposé
par rapport au niveau législatif, au niveau des vins. C'est libre choix au vigneron de prendre le QR code ou de mettre le placard sur l'étiquette. Tout à fait. Vous avez l'option de mettre les informations sur votre étiquette ou de dématérialiser. C'est une option. Une deuxième question, pardon. Pas de lien, une fois qu'on a flashé le QR code, on a dit pas de lien commercial, mais est-il possible d'avoir volontairement par le client, d'avoir un lien en cliquant, un accès sur notre site? Alors justement, c'est ce qu'on précisait là. Visiblement, ce serait possible, à condition que ça renvoie vers un site du producteur qui ne comporte pas d'informations destinées à la vente et à la commercialisation. Voilà. En fait, il serait possible à la limite de faire un double clic, c'est-à-dire que vous avez la liste des ingrédients, déclaration nutritionnelle, et à côté, un clic pour aller sur le domaine, et après, quand vous êtes sur le domaine, un autre clic pour aller sur le site de vente. Voilà, ce serait jouable, mais bon, c'est compliqué. Oui, par rapport à la durée de vie du QR code, un vin produit en 2024, étiqueté en 2025 et commercialisé. S'il y a un contrôle, le vôtre, la VPI, ou les fraudes, il y a un petit manquement, il y a une indulgence. Ce vin n'est pas vendu en 2025, il est étiqueté, mais vendu en 2028. Il y a eu une observation manquement. Que se passe-t-il? Il faut enlever l'étiquette, la changer, ou on tolère pendant la durée de vie de vente. Alors, un vin de garde qui est tiré bouché en 25, mais qui n'est étiqueté qu'en 26. Que se passe-t-il? Alors, j'ai pas très bien compris la première question. Au niveau de l'étiquetage. Il y a le QR code qui est posé en 2024-2025, oui. Et puis qui n'est pas conforme. Il y a une erreur, parce que c'est débutant. Il y a une indulgence, premier contrôle, mais ce contrôle a lieu en 2026 ou 2027, sur la même bouteille. Que se passe-t-il? Alors, si le QR code n'est pas conforme, enfin si les informations ne sont pas conformes, indulgence ne veut pas dire on reste comme ça. Il faudra modifier. Alors, sur la bouteille, s'il y a un QR code, le QR code peut être modifié, les informations du QR code peuvent être modifiées sur les plateformes. C'est pour ça que c'est très pratique d'avoir un QR code. Le QR code sera imprimé, oui. Mais ce qui est pratique avec le QR code, c'est qu'on peut modifier derrière sur la plateforme. Et la deuxième question, Thierry Boucher. Alors Thierry Boucher 2025, la réglementation s'applique. 8 décembre 2023. Voilà. Ce sont les vins produits et pas. Enfin voilà, ce que dit Sarah, c'est qu'effectivement en 2025, la réglementation sera bien en place. En sachant que nous avons eu confirmation des fraudes qu'il y avait quand même un délai d'1 an de tolérance et de pédagogie. Après, effectivement, lorsque les vins vont être expédiés dans un autre pays de l'UE, on n'a pas confirmation que les services, que l'administration des autres pays seront aussi tolérants que la nôtre la première année. Donc il faut quand même être vigilant. Bonjour. Alors j'avais entendu qu'il y a certains pays de l'Union européenne en fait qui ne veulent pas du QR code et qui imposaient justement la notation des ingrédients sous format écrite. Qu'est-ce qu'il en est de ça Alors nous, là, ce jour, on n'a pas eu cette information. C'est ce que disait Anaïs au niveau de chaque pays État membre. Voilà, il y a des discussions qui sont encore en cours pour peaufiner un peu tout ça, puisque c'est de la compétence de chaque État membre. Pour l'instant, nous, on n'a pas cette information. Mais vous inquiétez pas, nous on reste vigilants sur le sujet pour vous donner les infos s'il y a des pays qui sont connus pour exiger ou non le QR code ou sur l'étiquette, vous serez informés. Du coup, par rapport à votre information sur ingrédients, information nutritionnelle au-dessus du QR code, comment on va devoir gérer du coup notre étiquetage? Parce que si on commercialise nos vins dans 3 pays différents de l'Europe, on va devoir écrire 3 fois la mention dans 3 fois les langues. Point d'interrogation. C'est la difficulté aujourd'hui que l'on rencontre pour toutes les mentions étiquetage, comme la mention contient des sulfites qui est en anglais selon les pays. En fait, ça va être la même contrainte que les autres mentions. Il va falloir les traduire au-dessus du QR code. Ok. Et derrière. Il y a une tentative de proposer un simple livre pour justement. Souhaiter pour justement éviter ce problème de traduction en 24 langues. Et dernière question sur l'export en fait. Est-ce qu'il y a des pays dans lesquels on va devoir, parce que moi j'ai compris qu'il fallait qu'il s'applique sur, même si on commercialise notre vin à l'export, est-ce qu'il y a des pays qui vont nous l'interdire? Comment on va gérer
Alors pour l'instant, on n'a pas eu de retour des autres pays, mais vous voyez, effectivement, vous posez la question par rapport notamment au logo de la femme enceinte, qui est une obligation purement française, et les États-Unis ne souhaitent pas l'avoir. Aujourd'hui, de toute façon, un vin qui part de France doit respecter la réglementation française et la réglementation du pays d'expédition. Aujourd'hui, ce QR code, les ingrédients devront apparaître dès lors que ça part de France. Après, la tolérance des autres pays... on n'a pas encore de retour sur le sujet. Bon, à suivre. Merci. Une question ? Bonjour, merci. En cas de dysfonctionnement du lien vers lequel renvoie le QR code, est-ce qu'il y a une sanction immédiate ou est-ce qu'on a un délai pour régulariser? Parce que vous imaginez bien qu'on ne va pas tous les jours nous-mêmes cliquer sur le lien pour vérifier qu'il marche bien. Donc comment est-ce qu'on peut s'assurer de son bon fonctionnement et est-ce qu'il y a des sanctions parce que est-ce que ça va être de notre responsabilité directe, de celle du prestataire, voilà. D'où l'intérêt d'avoir un prestataire fiable sur le marché et qui dure dans le temps. Après, ce sera de votre responsabilité, en sachant que la première année, il va y avoir des tolérances, mais effectivement, il risque d'y avoir quand même des procès-verbaux de dresser si ça ne renvoie à rien. C'est comme si finalement la réglementation n'était pas appliquée. Donc, il y a un risque. Bonjour, merci. La liste des informations à fournir aux clients est de la responsabilité, et de notre responsabilité, mais la mise en forme après l'accès au QR code, c'est le travail du prestataire, ça, non? Je pense aux choses qui doivent apparaître en caractère gras, etc. Alors effectivement, ce sera à la charge du prestataire, mais la responsabilité, ce sont vos bouteilles, donc c'est à vous d'être vigilant. Sur le fait que les mentions soient bien appliquées. C'est pour ça également que le syndicat travaille avec des prestataires sérieux et que nous serons en relation les prochaines années pour assurer une bonne application de la réglementation. C'est-à-dire le sérieux des prestataires associés aux connaissances aussi réglementaires du syndicat et des fédérations. Mais effectivement, à la base... il faut que vous soyez certain effectivement que le travail soit bien fait. C'est pour ça qu'il faut choisir un prestataire solide. Oui, concernant le démarchage commercial, à partir du QR code donc, qui est interdit, si je flash le QR code, j'ai la liste nutritionnelle, est-ce que j'ai le droit donc, de mettre l'adresse du site internet en bas qui dirige non pas vers la boutique, mais par exemple vers la page de présentation du domaine où il y a présentation du terroir, Est-ce que ces informations-là peuvent être considérées comme commerciales ou pas? Là, il va y avoir une analyse des fraudes qui va être faite. Il ne faut pas qu'il y ait d'aspect commercial. Après, comment ça va être jugé? Pour l'instant, on n'a pas analysé le terroir, ou parler du terroir viticole. À mon sens, ce n'est pas forcément commercial ou vendeur, mais après, il va falloir être vigilant. Déjà, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur la quantité de personnes qui vont cliquer sur le QR code sur lequel est marqué ingrédients, valeur nutritionnelle? Et est-ce que ces deux mentions, il y a une taille minimale ou au-dessus? Alors pour la taille minimale, c'est la taille minimale des mentions obligatoires, donc 1,2. Et la première question... Sur l'étude? Sur l'étude, on avait présenté une étude lors de la toute première réunion de Wine Intelligence qui avait fait une étude là-dessus. On pourra vous la retransmettre si ça vous intéresse, il n'y a pas de souci. Alors, je ne suis pas sûre qu'elle était diffusable par la suite. Mais en tout cas, ça dépend des pays en fait. Ouais. Enfin, ce qu'il en était ressorti, c'est que les pays du Nord flashaient beaucoup plus que les consommateurs français. Voilà. Donc, et finalement, en conclusion, mais bon, après on ne peut pas faire pays par pays, mais il n'y aurait pas un énorme impact pour le consommateur. Bon, merci en tout cas pour vos questions. On prend un quart d'heure de pause. Par la suite, donc, il y aura 4 ateliers avec nos 4 prestataires.